Yes, I am gonna say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here. Il était un rappeur de la côte ouest devenu une icône, aux paroles empreintes de violence. Les admirateurs de Tupac se comptaient en millions. Dans la vie comme à la scène, il était entouré de membres de gangs. Suge Knight a en quelque sorte pris la tête du gang des Bloods dans la ville de Compton. La rencontre entre la célébrité et le crime entraînera la mort mystérieuse d'une des plus brillantes étoiles de la musique. La nouvelle de la mort de cet immense rappeur s'est répandue aux quatre coins du globe. Le premier policier à être arrivé sur les lieux se souvient des derniers mots de Tupac. Qui vous a tiré dessus? Qui a fait ça? C'est à un officier de police déterminé qu'il reviendra de faire la lumière sur cette affaire. Peu importait qu'il ait appartenu à un gang, il restait le fils de quelqu'un. Qui a tué Tupac Shakur? Quand vous savez que le monde entier a les yeux rivés sur vous, cela vous pousse à redoubler d'efforts pour résoudre l'affaire. « 7 septembre 1996, un samedi soir ordinaire sur l'artère centrale très animée de Las Vegas. La police reçoit un appel d'urgence. À toutes les unités, fusillade entre Koval et Flamingo. Véhicule en fuite. J'étais membre de la brigade cycliste de la police de Las Vegas. On avait reçu un appel faisant état de coups de feu à l'intersection entre Koval Lane et Flamingo Road. Des voitures auraient pris la fuite après la fusillade. À ce moment-là, les véhicules roulaient vers le sud, pendant que je remontais vers le nord sur mon vélo. On était donc en train de se foncer droit dessus. Il y avait plusieurs voitures, je ne savais pas précisément combien, probablement entre 5 et 7. Sans connaître les circonstances exactes, on savait qu'une fusillade avait eu lieu et que ces types essayaient d'échapper à la police. Tout ce que je me demandais, c'était comment j'allais bien pouvoir les arrêter quand on se rejoindrait. On se rapprochait de plus en plus, et quand ils ont déboulé par la gauche, une voiture a dérapé à cause de 2 pneus crevés. Tout le monde s'est arrêté au moment où je garais mon vélo devant les voitures. Toutes les portières des voitures se sont ouvertes d'un coup. Et j'étais sûr et certain que ça allait finir en échange de tirs. Tout le monde à terre! Immédiatement! Reculez! J'ai dégainé mon arme. Une bonne dizaine d'hommes sont descendus de voiture. Et j'ai tout de suite vu que j'avais affaire à une bande de gangsters endurcis. À terre! J'ai dit tout le monde à terre! Allez, exécution! Pas un geste! J'ai remarqué que dans une des voitures, un occupant était resté à l'intérieur. Je me suis dit que s'il ne descendait pas, c'est que ça devait être le tireur. Je me suis dirigé vers le véhicule pour aller voir, et pendant que j'approchais, j'ai vu un homme arriver dans mon dos. N'approchez pas! Il était gigantesque, et il saignait abondamment. Il représentait clairement une menace importante. Le blessé est Suge Knight, un producteur célèbre dans l'industrie de la musique. Suge Knight avait aussi été atteint à la tête. Mais la balle n'avait fait que traverser sa peau, sans percer son crâne. Reculez maintenant! Vous entendez? Il se comportait comme s'il ne lui était rien arrivé. Il se débattait et il criait pendant que mon arme était braquée sur lui. N'approchez pas! Il levait les mains et faisait mine de faire quelques pas en arrière. Mais dès que je me retournais, il revenait à la charge. Oh! Reculez! Calmos! En arrière! J'essayais de garder un œil sur l'homme en face de moi parce que je le prenais pour le tireur. Je ne distinguais qu'une silhouette à l'intérieur de la voiture. J'ai regardé la portière du côté passager et j'ai vu qu'elle était criblée d'impacts de balles. Le pare-brise était dans le même état. J'ai saisi la poignée avec la main gauche tout en tenant mon arme de la droite et j'ai tiré la portière. Le type qui était assis à l'avant est tombé quand j'ai ouvert. Je me suis servi de mon bras gauche pour le coucher sur la chaussée. Il était en vie. Il respirait encore. Il portait beaucoup de bijoux en or et toutes ses chaînes étaient couvertes de sang. Parlez-moi! Dites quelque chose! N'approchez pas, reculez! À ce moment-là, Suge Knight s'est mis à lui crier dessus. Back! Back! Il était en boucle. C'est là que je me suis rendu compte que c'était Tupac Shakur. L'agent Carroll connaît désormais l'identité du blessé. Ce qu'il ignore encore,
c'est la raison de la fusillade. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi quelque chose. Ses yeux se révulsaient. Et alors que Suge Knight continuait d'appeler son nom, j'ai remarqué qu'il essayait vainement de lui répondre, mais que son état ne lui permettait pas de le faire. Il était évident qu'il était dans un état critique. Il présentait de multiples plaies par balle au niveau de la poitrine. Et je savais qu'il y avait de fortes probabilités pour qu'il ne survive pas. Je lui ai demandé « Qui vous a tiré dessus ?» Qui vous a fait ça? Dans le droit américain, il existe ce qu'on appelle la dernière déclaration. Cela implique que les informations fournies par le mourant avant de rendre son dernier souffle sont recevables au tribunal. Qui vous a tiré dessus? Qui a fait ça? J'essayais d'obtenir de lui une dernière déclaration, mais on aurait dit qu'il faisait tout pour m'ignorer. Il ne me regardait même pas, ses yeux étaient rivés sur Suge. Je voyais qu'il tentait de lutter pour formuler une phrase en réponse aux cris de Suge. Il était encore en train de se tortiller sur le sol, puis d'un coup, son attitude a changé du tout au tout. L'instant d'avant, il se battait encore, et c'était comme s'il venait d'abandonner maintenant. Il s'était rendu compte qu'il n'avait plus la force de s'accrocher. Il a levé les yeux sur moi et c'était la première fois qu'il reconnaissait ma présence. Je sentais qu'il essayait de reprendre son souffle pour me dire quelque chose. On a échangé un regard et les yeux dans les yeux, il m'a dit « Va te faire foutre ». Il l'a dit exactement sur ce ton, avec insistance. Cet homme était visiblement en colère et c'est comme ça que c'est sorti. Les secours arrivent et emmènent Tupac et Suge Knight au centre médical universitaire du sud du Nevada pour qu'ils soient pris en charge. Pendant que les médecins soignent Suge, Tupac est conduit directement au bloc opératoire. Il a reçu 3 balles. La première a traversé sa main après avoir frappé son articulation. La deuxième lui a perforé la poitrine, sous le bras. Et la troisième l'a touché à l'abdomen, au niveau du bassin. Et elle est restée logée là. C'est la blessure à la poitrine qui a provoqué une hémorragie interne. Tupac est mis sous assistance respiratoire et plongé dans le coma pour que les chirurgiens puissent traiter ses nombreuses blessures. Les artères de son cœur et de ses poumons étaient endommagées et ce sont des organes vitaux. La première opération consistait à les reboucher et à tenter de le recoudre de l'intérieur pour arrêter l'hémorragie. Pendant ce temps-là, la famille et les amis de Tupac se relaient auprès de lui 24 heures sur 24. Et ses fans ne sont jamais loin. C'était très triste. L'atmosphère était extrêmement pesante parce qu'il était dans un état d'urgence absolu et personne ne pouvait vraiment en prédire l'issue. La fusillade fait les gros titres dans le monde entier. This was the scene on Saturday night, just a couple of hours after the Tyson-Selvin heavyweight fight. Tupac Shakur was on his way to a post-fight party. He never made it. Âgé de 25 ans, Tupac Shakur, l'icône du hip-hop, est venu au monde à East Harlem, un quartier de New York où règne le crime et la pauvreté. Tupac a grandi au cœur des cités. Il vivait parmi les laissés pour compte. Son beau-père avait été inculpé pour meurtre et condamné à 60 ans de prison. Son père biologique était également incarcéré et sa mère avait fait de la prison. Afeni Shakur était la mère de Tupac. Dans sa jeunesse, elle faisait partie des Black Panthers. Et elle était d'ailleurs enceinte de Tupac quand elle est allée en prison. Quand il était enfant, Tupac a grandi entouré du souvenir des Black Panthers. Autour de lui, on ne parlait que de politique, de tenter de mettre à bas le système, ou du moins de le faire changer. Tupac a commencé le rap dans la rue, au milieu des cités. Il habitait à Oakland, dans un quartier baptisé La Jungle. C'était l'un des pires projets de logement destinés aux personnes aux revenus modestes. À 21 ans, il a sorti son premier single, Trapped, qui s'est classé numéro 1 des ventes. Trapped n'est que la première d'une longue série de chansons à succès où Tupac dénonce les préjugés raciaux et les violences policières. Au cours des 4 années suivantes, alors que Tupac poursuit sa croisade contre le racisme, il tourne à Hollywood et devient le rappeur numéro 1 sur la scène internationale. Son double album, All Eyes on Me, est l'un des albums de rap les plus vendus de tous les temps. C'était un homme charmant. Il était beau, séduisant et pétri de talent. Son public était très large. Il ne plaisait pas uniquement aux fans de hip-hop afro-américains, et je pense que c'est parce que sa musique respirait la réalité. Il rappait sur sa vie et ça parlait aux gens. Ils avaient envie d'y croire. À 25 ans à peine,
Tupac est une vedette internationale, un artiste engagé et un multimillionnaire. Mais à 21h, en ce 7 septembre 1996, il est entre la vie et la mort après une fusillade en voiture sur le Las Vegas Boulevard. Le lieutenant Wayne Peterson est l'un des premiers à travailler sur l'enquête. Peu importaient les origines de Tupac, ses antécédents judiciaires et son appartenance à un gang, il restait le fils de quelqu'un. À la brigade criminelle, on prend toutes les affaires à cœur. On veut résoudre toutes les enquêtes par respect pour les familles. En travaillant sur l'affaire Tupac, je savais qu'elle accaparerait l'attention des médias et qu'on serait très observé. Et j'étais prêt à relever ce défi. La première question à laquelle le lieutenant Peterson sera chargé de répondre est « Comment fait-on pour assassiner une superstar ?» En 1996, l'icône du rap américain Tupac Shakur est l'un des musiciens qui a vendu le plus de disques au monde. Mais le 7 septembre de la même année, il est abattu dans les rues de Las Vegas. Tupac subit une opération d'urgence pour contenir l'hémorragie interne causée par ses multiples blessures par balle. Mais il est toujours inconscient et le sang s'écoule en abondance dans sa cage thoracique. Les chirurgiens ont procédé à une deuxième intervention pour arrêter l'hémorragie. Le seul moyen d'y parvenir était d'écarter ses côtes et de les couper afin de dégager un de ses poumons et réparer les artères endommagées. Wayne Peterson, lieutenant de la brigade criminelle de Las Vegas, commence à retracer les événements qui ont précédé la fusillade. On savait ce qui s'était passé dans les grandes lignes. Les victimes étaient à l'arrêt au feu rouge à l'intersection entre Koval et Flamingo et discutaient avec un groupe de femmes qui occupaient la voiture à leur gauche lorsqu'une Cadillac blanche est venue se garer à la droite du véhicule de Suge Knight. Des témoins ont vu un bras sortir de l'arrière de la Cadillac et des coups de feu sont partis depuis le véhicule suspect. Le tireur laisse derrière lui des douilles de calibre 40 sur la chaussée, des impacts de balles dans la portière, et c'est à peu près tout. Quand on a affaire à une fusillade au volant, on est déjà content d'avoir une description du véhicule. La plupart du temps, les preuves restent à l'intérieur du véhicule suspect et il peut prendre la fuite sans laisser de traces. Dans un sens, on a eu de la chance que l'agresseur ait passé son bras par la fenêtre pour décharger son arme, car les douilles sont retombées sur le sol. Mais sans l'arme du crime, les douilles ne sont pas très utiles à Peterson. On ignorait où était l'arme du crime. Si on l'avait eue, on aurait pu la relier aux indices balistiques dont on disposait. Aucun des témoins n'a aperçu le visage du tireur ni relevé sa plaque d'immatriculation. Peterson espère que la deuxième victime, Suge Knight, pourra lui en dire plus sur son agresseur. On a convoqué Suge Knight pour qu'il nous livre sa déposition, mais malheureusement, on ne peut pas forcer qui que ce soit à coopérer. Il est rentré à Los Angeles alors qu'il avait une maison à Las Vegas. La police de Las Vegas n'a pas pu lui mettre la main dessus pour l'interroger. Suge Knight n'est pas le seul témoin à refuser de coopérer. Près de 20 personnes réparties dans 9 voitures encadraient Tupac ce soir-là. Aucune d'entre elles ne veut parler à la police. Dans toutes les affaires impliquant des gangs, c'est la loi du silence. Personne ne veut qu'on sache qu'ils coopèrent avec la police. C'est très frustrant de se dire que ces gens savent ce qui s'est passé, mais qu'ils refusent de nous le dire. Devant le silence des témoins, le lieutenant Wayne Peterson se demande si l'assassinat de Tupac n'a pas été commandité par un gang. On a découvert que Suge Knight et Tupac étaient affiliés au gang des Bloods et que des membres des Bloods travaillaient pour eux. Ils avaient donc un pied dans cet univers. L'attaque s'est produite alors qu'il se rendait à la boîte de nuit de Suge Knight, le 662, qui sur un clavier de téléphone donne MOB pour Member of Bloods. Membre éminent des Bloods, les deux hommes sont des ennemis naturels du gang rival, les Crips. Les Crips et les Bloods sont des rivaux historiques. Ils se battent pour la suprématie territoriale, pour le contrôle de la drogue, ou tout simplement parce que les uns portent du bleu et les autres du rouge. Il ne faut pas chercher de fondement logique au conflit qui les oppose. Ils ont commencé à se faire la guerre, et ça ne s'est jamais arrêté. Tupac a-t-il été victime d'un coup monté par le gang rival? Sans l'appui des témoins, Peterson n'a aucun moyen de le savoir. Mais même sans leur témoignage, quelque chose cloche. Évidemment, Tupac avait énormément d'importance. Assurer sa protection aurait dû être la priorité de Suge Knight. En général, les membres de gangs les plus importants sont bien protégés.
surtout quand il se déplace en groupe. L'agent Chris Carroll apprend à Peterson que Tupac et Suge Knight étaient accompagnés d'une véritable armada au moment de la fusillade. Ils étaient entourés de plusieurs véhicules dont les occupants étaient en fait leurs gardes du corps, chargés d'assurer la sécurité de Tupac et Suge Knight. Peterson ne comprend pas comment quelqu'un a pu s'approcher au point de pouvoir tirer sur Tupac au beau milieu d'un convoi de Bloods. Salut les gars! Salut beau gosse! Comment tu t'appelles? Il est possible que les jeunes femmes présentes sur les lieux ne soient pas tout à fait innocentes. La voiture arrêtée à la hauteur de celle de Suge Knight était occupée par des femmes qui ont engagé la conversation. Pendant l'enquête, la question s'est posée de savoir si les femmes dans la voiture d'à côté, qui avaient adressé la parole à Tupac, n'avaient pas servi d'appât. Peterson interroge les jeunes femmes pour découvrir si elles n'ont pas joué un rôle dans la fusillade. J'aurais quelques questions à vous poser sur ce qui s'est passé. Les deux femmes lui expliquent qu'elles ont suivi l'escorte de Tupac avant de se glisser à gauche de la voiture de Suge Knight. Les médias ont fait des spéculations et des gens se sont demandé ce que ces jeunes femmes faisaient là. Vous nous emmenez? Avec plaisir. Ces jeunes femmes ont-elles fait diversion pendant que le tireur mettait Tupac en joue? Tupac était un séducteur. C'était un homme à femme. Quand il était en tournée, il s'en donnait à cœur joie. C'est pour ça que ce scénario ne semblait pas sortir du domaine du possible. Il avait du mal à dire non aux femmes. La police de Las Vegas vérifie les antécédents des deux femmes. Leur casier judiciaire était vierge et à notre connaissance, elles n'appartenaient à aucun gang. Et il avait passé la tête par la fenêtre et on discutait. Ce qui est ressorti de leur interrogatoire, c'est que les deux jeunes femmes n'étaient pas d'ici, qu'elles débarquaient tout juste à Las Vegas et qu'elles avaient prévu de sortir faire la fête. On a vite conclu qu'elles n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit. Wayne Peterson écarte la théorie de l'appât, mais il n'a toujours pas la moindre idée de l'identité du tireur ni du mobile. Suge Knight est un homme au passé sulfureux. Peterson se demande à présent si Tupac était la véritable cible. Certains ont formulé l'hypothèse que c'était Suge Knight qui était visé et que Tupac s'était juste trouvé dans la ligne de tir. Les enquêteurs vont rapidement faire la lumière sur l'homme redoutable qui a fait sortir Tupac de prison. Suge Knight avait au moins 3 contrats sur la tête. Tout en exposant un prodige du rap au feu des balles. Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur, artiste multimillionnaire, combattant antiraciste et révélation du hip-hop, est au sommet de sa gloire lorsqu'il se fait tirer dessus dans les rues de Las Vegas. 2 jours après la fusillade, ses chances de survie semblent minces. Les médecins n'arrivaient pas à contenir l'hémorragie. Tupac n'était pas stable. Il ne parvenait pas à stabiliser son état. Et un chirurgien de l'hôpital m'avait dit alors qu'il avait 1 chance sur 5 de s'en sortir. Le lieutenant Peterson ignore encore qui a tiré sur Tupac. Mais alors que l'expertise balistique confirme la trajectoire précise des balles à travers la portière, Peterson se demande si la cible initiale n'était pas l'homme assis à ses côtés, le gangster et fondateur de Death Row Records, Suge Knight. Comme Suge Knight était impliqué dans l'affaire en tant que victime et témoin, nous avons jugé bon de fouiller son casier judiciaire et ses antécédents pour essayer de comprendre pourquoi quelqu'un aurait pu le prendre pour cible. Géant de près de 2 mètres pour 135 kilos, Suge Knight est un mastodonte de l'industrie musicale. Ancien joueur de football américain aux Los Angeles Rams. Suge Knight a passé un diplôme de commerce à l'Université du Nevada dans le but de devenir entrepreneur. Et il a réussi son coup. En 1991, Suge crée le label Death Row Records en compagnie des rappeurs The Doc et Dr. Dre qui fait signer son protégé Snoop Dogg. Le label de Knight va faire du hip-hop le genre musical le plus lucratif depuis l'avènement du rock'n'roll. Le hip-hop était un genre alternatif. Et quand Suge Knight a débarqué, il l'a fait passer dans une nouvelle dimension. Tout à coup, les radios généralistes se sont mises à passer du hip-hop, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Death Row Records n'aurait sans doute pas rencontré un succès si fulgurant sans Tupac Shakur, la poule aux œufs d'or de Knight. En sondant le passé de Suge, Peterson apprend qu'il a tiré Tupac d'une prison new-yorkaise à la réputation violente. Nous avons inspecté le casier judiciaire de Tupac et découvert qu'il avait été incarcéré. En 1995, 1 an avant sa mort, Tupac est condamné pour agression sexuelle sur une jeune femme de 19 ans.
Tupac était sorti faire la fête à New York et il a rencontré une fille en boîte de nuit. Après la soirée, il l'a ramenée dans sa chambre d'hôtel et ils ont passé 2 jours entiers là-bas. Quelques jours plus tard, la jeune fille l'a accusé de viol et il a été reconnu coupable. Il a toujours cru à un coup monté. Le juge condamne Tupac à une peine minimale de 18 mois d'incarcération dans la prison d'État de Clinton, un établissement de haute sécurité connu sous le nom de Little Siberia. Tupac s'est retrouvé au milieu d'une bande de meurtriers particulièrement violents. On aurait pu l'envoyer à Rikers Island, mais il a fini dans cette horrible prison et il avait la vie dure. Quand il voyait arriver un gamin plutôt pas mal, parce qu'il était encore tout jeune à l'époque, il avait à peine 22 ou 23 ans, les autres détenus ne lui faisaient pas de cadeaux. Il ne se sentait pas en sécurité en prison et il a vécu des moments très difficiles. Tupac fait appel de son jugement, mais le montant de sa caution est fixé à $1 200 000, une somme qu'il n'a pas. Il reste donc coincé à Clinton dans l'attente de son audience. Il l'a toujours nié catégoriquement, mais à l'extérieur, la rumeur courait que Tupac s'était fait violer pendant qu'il était incarcéré à Clinton. Le producteur Suge Knight voit dans les malheurs de Tupac une opportunité commerciale. Suge Knight s'est rendu à la prison de Clinton, où Tupac purgeait sa peine, et il lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Il est venu lui parler, et il lui a dit qu'il s'arrangerait avec son avocat pour payer sa caution s'il faisait 3 albums avec lui. C'était un bon de sortie pour Tupac, alors il a dit oui. Il aurait été prêt à accepter n'importe quoi. L'audace de Knight se révèle payante. Parmi ses 3 albums, Tupac sort All Eyes on Me, qui se vend à 9 millions d'exemplaires et va faire de Suge Knight un magnat dans l'industrie musicale. Knight gagne tellement d'argent qu'il offre à toutes ses vedettes un pendentif Death Row Records à $30 000, symbole de leur valeur pour le label et le gang des Bloods. Mais la richesse ne va pas tenir Suge Knight éloigné des ennuis. Suge Knight était impliqué dans des activités criminelles. Il avait déjà été arrêté. Il est évident qu'il y avait des éléments dans son passé qui auraient pu faire de lui une cible. Au moment de la fusillade de 1996, Suge Knight a déjà été inculpé pour vol aggravé de voiture, dissimulation d'armes, coups et blessures avec armes, usage d'une arme mortelle pour commettre un crime et tentative de meurtre. Il était très colérique et il ne supportait pas qu'on lui résiste. Les rapports officiels ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Suge Knight venait de Compton. Assurément, les officiers de police qui sont confrontés aux gangs au quotidien en connaissent tous les acteurs. Peterson en appelle à Tim Brennan, de la brigade anti-gang. Brennan a passé 30 ans à traquer les criminels à Compton, l'épicentre de la guerre des gangs sur la côte ouest. Dans ma carrière, j'ai vu des centaines de meurtres liés à des rivalités de gangs. Peterson sait que Brennan peut l'aider. Il connaît personnellement Suge Knight et ses ennemis. Je connaissais Suge Knight, car il s'était fait un nom à Compton à l'époque où je travaillais à l'anti-gang. Dans ces années-là, il était de notoriété publique dans le quartier que Suge Knight y pratiquait l'intimidation et les menaces afin de forcer des artistes à signer chez Death Row au détriment des autres labels musicaux. Il n'hésitait pas à faire pression avec l'aide des membres de gangs de son entourage pour obtenir ce qu'il voulait. Et en général, il ne manquait pas d'avoir gain de cause. Il s'était fait beaucoup d'ennemis au fil du temps, et de nombreuses personnes auraient aimé lui rendre la monnaie de sa pièce. Parmi ceux-là, on compte nombre de membres des gangs rivaux, ainsi qu'un baron de la drogue incarcéré. À l'époque, la police avait eu vent que, pour lancer son affaire, Suge Knight avait emprunté de l'argent à un célèbre trafiquant de drogue qui s'est ensuite retrouvé derrière les barreaux. Pour le rembourser, il avait conclu un marché qui lui offrait une part des bénéfices de Death Row, mais Suge Knight ne lui a jamais rendu son argent. Depuis sa prison, un baron de la drogue avait avancé une grosse somme d'argent à Suge Knight, et cela a mené à une brouille entre les 2 hommes. Un des nombreux ennemis de Suge a-t-il voulu l'abattre ce soir-là, faisant de Tupac une victime collatérale? En ayant travaillé pour la brigade anti-gang et en connaissant Suge Knight et les ennemis qu'il s'était attirés, on pouvait logiquement présumer que c'était lui qui était visé par la fusillade. Mais d'après le réseau d'informateurs de Brennan à Compton, Suge Knight n'était pas dans la ligne de mire ce soir-là. Le 11 septembre, Peterson demande à Suge Knight en personne.
Marion Suge Knight s'est présentée au poste quelques jours après le drame et a finalement accepté d'être interrogé. Mais il était venu avec 3 avocats, ce qui en disait long sur le manque de coopération auquel on a eu droit sur cette enquête. Malgré tous les efforts de Peterson, Suge ne cède aucune information. Dans une interview, Suge Knight a dit que même s'il connaissait le coupable, il considérait qu'il n'avait pas à aider la police. Peterson se sent frustré par l'attitude de Suge. C'était très décevant. Quand vous savez que le monde entier a les yeux rivés sur vous, cela vous pousse à redoubler d'efforts pour résoudre l'affaire. Mais le combat était rude. Comme Knight refuse de parler, Wayne Peterson cherche d'autres preuves qui indiqueraient que Knight était la cible. L'analyse balistique effectuée sur la portière de la BMW confirme que toutes les balles visaient clairement la poitrine et les jambes de Tupac. En observant les impacts de balles sur la voiture du côté passager, il apparaît que l'agresseur n'a pas voulu tirer par la fenêtre pour tuer la personne qui était au volant, Suge Knight. Il a tiré à travers la portière pour atteindre Tupac Shakur. Il est clair que le tireur a probablement visé Tupac et a atteint sa cible. 6 jours après l'attaque, Tupac est victime de plusieurs arrêts cardiaques successifs. Même si les médecins lui permettaient de respirer, il n'arrivait pas à maintenir son cœur. Il a fait 2 arrêts cardiaques et au bout du 3e, sa mère leur a dit de ne pas le ranimer. Le décès de Tupac Shakur est prononcé à 16h03 le vendredi 13 septembre 1996. Il avait 25 ans. J'étais à l'hôpital au moment de sa mort. L'atmosphère était absolument sinistre. Il n'y a pas d'autre mot. Je me souviens qu'un des choristes de Tupac a franchi la porte du service de traumatologie et il s'est effondré en sanglots sur le trottoir. Il s'est assis et il s'est mis à pleurer. C'était tragique. Personne n'arrivait à croire que ce jeune homme énergique, charmant et plein de vie avait pu disparaître si brutalement. Il s'adressait à toute une génération. Les jeunes s'identifiaient à lui, même s'ils n'avaient pas la même culture. Ils s'identifiaient à lui et à son message. La vague de chagrin qui s'ensuit fait peser une pression supplémentaire sur les épaules de Peterson et Brennan. À la brigade criminelle, on prend toutes les affaires à cœur. L'enquête est au point mort lorsque Brennan identifie un nouveau suspect qui va tout changer. La police de Las Vegas m'a montré un homme qui se faisait passer à tabac sur des images de vidéosurveillance. C'était quelqu'un à qui il valait mieux ne pas se frotter. L'icône du hip-hop Tupac Shakur est à l'apogée de son succès lorsqu'il est brutalement abattu à l'âge de 25 ans. C'était un poète. Il donnait des conférences dans les universités. Certains voyaient en lui le nouveau Malcolm X. Et je pense qu'on ne saura jamais jusqu'où il aurait pu aller. L'enterrement de Tupac n'apporte pas de conclusion. Son meurtre brutal reste non élucidé. Mais plusieurs jours après sa mort, Wayne Peterson, l'inspecteur chargé de l'enquête, déniche un nouvel indice. J'arrive. Nous avons découvert que la sécurité du casino MGM avait une vidéo de Tupac Shakur au milieu d'une altercation. Les caméras du MGM ont filmé Tupac Shakur en pleine bagarre après le combat entre Mike Tyson et Bruce Seldon le soir du drame. Ces images pouvaient bien revêtir une importance capitale. La police de Las Vegas sait que la rue s'embrase les soirs de combat. Les soirs de combat, surtout quand Mike Tyson était sur le ring, la foule qui se rassemblait n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait observer en temps normal. C'était unique. C'était comme le festival de Cannes pour l'industrie du sexe. Il y avait des macros et des prostituées partout. Tous les gangsters étaient sortis. Et dès que le combat était terminé, des problèmes éclataient dans toute la ville. Ce soir-là, Tupac et Suge sont assis au bord du ring. Après le combat, les caméras filment Tupac et son escorte en train de traverser le casino. Sur les images de vidéosurveillance du MGM, on peut voir Tupac Shakur s'en prendre violemment à un individu à l'intérieur du casino. Dans la vidéo, on le voit porter des coups à sa victime, puis son entourage se joint à lui pour frapper la victime à coups de poing et de pied. Après l'agression, Tupac et sa garde rapprochée s'enfuient en abandonnant leur victime. Tout ça s'est déroulé après le combat de Tyson et à peine 1 heure avant la fusillade.
C'était somme toute logique de se demander si les deux événements étaient liés. Était-ce pour ça que Tupac était visé? Est-ce que c'était des représailles après le conflit? Est-ce cet incident que l'entourage de Tupac a voulu cacher à la police? Il fallait qu'on réussisse à identifier l'homme de la vidéo pour découvrir qui il était et quel lien il pouvait avoir avec la fusillade. Mais sur le moment, on ne savait pas qui était la victime de l'agression. La victime porte du bleu, la couleur caractéristique des Crips. Peterson va donc faire appel à Tim Brennan, policier à Compton. Revenez. Quand j'ai regardé les images du passage à tabac que la police de Las Vegas m'a soumise... Voilà, c'est là. Arrêtez. Je connais ce type. J'ai immédiatement reconnu Orlando Anderson, un type de Compton. Anderson. Il s'appelle Orlando Anderson. Anderson. Il fait partie des Crips. Orlando Anderson était bien connu de mon coéquipier et moi. On avait eu affaire à lui par le passé. Orlando pouvait être considéré comme un membre important du gang. Il faisait partie des décisionnaires. C'était un gros bonnet, on va dire. La plupart des membres de son entourage étaient connus pour être des hommes de main et des meurtriers. C'était quelqu'un à qui il valait mieux ne pas se frotter. Tupac a provoqué un dangereux membre des Crips. Mais pourquoi? Brennan fait marcher son réseau de Compton pour en savoir plus. Sur les images de l'agression d'Orlando Anderson au MGM, j'ai reconnu un des assaillants qui avait soutenu Tupac et Suge Knight comme étant un membre des Bloods, Trayvon Lane, aussi appelé Trey. Quelques mois plus tôt, Trayvon avait eu des problèmes avec des membres des Southside Crips, dont Orlando Anderson. C'est quoi ton problème? Anderson agresse Lane et lui soutire son pendentif Death Row. C'était un profond manque de respect de voler un pendentif Death Row, car il représentait l'adhésion à la fois au label et au gang des Bloods. Donne-moi ça. T'es un homme mort. T'es mort, mon gars. D'après Trayvon, le voleur était Orlando Anderson. Les pendentifs Death Row sont en or massif incrustés de diamants et valent jusqu'à 30 000 $. Si Lane en porte un, c'est parce qu'il fait partie du noyau dur du label Death Row. Il est un membre haut placé des Bloods et l'ami de Tupac et Suge Knight. En s'attaquant à ce symbole, Anderson s'expose à des représailles. Quand ils ont croisé Orlando Anderson au MGM, Trayvon Lane a glissé à l'oreille de Tupac que c'était le type qui lui avait extorqué son pendentif. Tupac a couru au devant d'Anderson et lui a crié quelque chose comme « T'es du Southside ?» et il a commencé à le frapper. Il ne fait aucun doute que venger l'honneur de Trayvon Lane en tabassant son agresseur quand ils l'ont croisé au MGM aurait renforcé la crédibilité de Tupac Shakur dans le milieu. Je ne pense pas qu'il avait réellement envisagé les potentielles répercussions de son acte. Peterson se demande si Orlando Anderson peut être le tueur. Orlando Anderson était d'un gang rival. Son passage à tabac au MGM allait forcément donner lieu à une riposte. Après l'échauffourée, Tupac quitte le casino et rejoint l'artère principale de Las Vegas. Si Orlando Anderson est bien le tueur, comment a-t-il pu retrouver sa trace à peine 1h30 plus tard? On ne parlait que de ça à la radio. Il y avait une fête au club 662. L'entrée coûtait 75 $. Tupac devait être présent au même titre que Mike Tyson. Tout le monde savait où Tupac allait terminer la soirée. Depuis le Las Vegas Boulevard, le seul moyen de se rendre au 662 est d'emprunter Flamingo Road. Pour trouver Tupac, il n'y avait qu'à l'attendre là. Vu la célébrité de Tupac et la paranoïa de Knight, comment un tueur a-t-il pu tromper leur vigilance? Suge aurait dû être davantage sur ses gardes. À l'âge de 25 ans, Tupac Shakur, rappeur, poète et porte-parole de sa génération, a rendu son dernier souffle. Le lieutenant Wayne Peterson pense qu'Orlando Anderson, membre du gang rival, avait un mobile pour le tuer. Après le combat de boxe et l'altercation qui s'en est suivie au MGM, tout le monde était au courant que Tupac et Suge se rendraient au 662 sur Flamingo Road. Orlando a rassemblé son clan et ils ont foncé sur place pour attraper Tupac et sa clique et exercer leur vengeance. Pour Wayne Peterson, une question reste en suspens. Suge Knight et Tupac étaient sous escorte rapprochée au moment de la fusillade. On savait que la voiture de Tupac et Suge Knight était suivie par une longue file de véhicules censés assurer leur protection. Comment le tireur est-il passé entre les mailles du filet?
Les femmes que l'on a interrogées, ainsi que d'autres témoins de la scène, nous ont renseigné sur la manière dont le convoi se déplaçait sur Flamingo Road. Il y avait d'autres voitures, mais elles étaient toutes derrière. Elles étaient en file indienne. Tous les véhicules de l'escorte étaient derrière celui de Suge Knight. Quand la fusillade s'est déclenchée, il n'y avait personne ni devant ni sur les côtés pour le protéger. Ouais! J'ai escorté des hauts dignitaires, et ce n'est pas comme ça qu'on assure la sécurité d'une personne. Quand ces gardes du corps ont été mis au courant que Tupac avait été impliqué dans une bagarre plus tôt dans la soirée, ils auraient dû mettre en place un dispositif plus important pour le protéger. Dès lors, tous les indices pointent vers Orlando Anderson, membre d'un gang rival. Quand ils sont confrontés à une affaire de meurtre, les policiers s'attachent à 3 éléments. La possibilité, le mobile et les moyens. Orlando répondait aux 3 critères. Wayne Peterson a enfin une vision globale du déroulement des événements le soir du meurtre. Après la rixe du casino MGM, Tupac et Suge prennent la route du club 662, où Tupac est censé se produire. Tupac était debout dans la voiture et il chantait ses chansons par le toit ouvrant. Ouais! Il était complètement exposé alors qu'il venait juste de se battre avec un membre des Crips. Je pense qu'il a agi sur un coup de tête et qu'il ne se rendait pas compte qu'Orlando Anderson avait un certain statut. On ne pouvait pas tabasser ce type et s'attendre à ce qu'il s'efface sans demander son reste. Il allait forcément réagir. Ces gens-là se croient invincibles, convaincus d'être éternels et intouchables. Ils vivaient leur vie à fond. Ils étaient jeunes, ils avaient certainement fumé un peu d'herbe, ils avaient bu, ils s'amusaient. Ils ne devaient pas vraiment être concentrés sur leur sécurité. Tupac n'aurait pas dû être exposé près de la porte du véhicule. Il aurait dû avoir des gardes du corps assis de part et d'autre. Les enquêteurs pensent qu'Anderson s'est intercalé à la droite de la voiture de Tupac, attendant son heure pour signer sa vengeance. Ils auraient dû rester sur le qui-vive, au cas où quelqu'un voudrait se venger pour ce qu'il venait de faire. Pour prouver qu'Orlando Anderson est bien le tueur, Wayne Peterson et Tim Brennan ont besoin de l'arme du crime. Démarre, démarre! On a toujours gardé le fol espoir que l'arme du crime finirait par réapparaître quelque part et qu'on pourrait la faire analyser. Si on avait eu l'arme, on aurait eu un moyen de remonter jusqu'au tueur. Les enquêteurs doivent mettre la main sur l'arme d'où proviennent les cartouches de calibre 40 qui ont tué Tupac. Pour la trouver, les polices de Las Vegas et de Compton unissent leurs forces à l'occasion d'un raid d'une envergure sans précédent. Pour essayer de résoudre l'enquête, on a notamment organisé avec mon coéquipier des descentes simultanées dans 40 endroits différents avec l'aide d'environ 900 policiers. La maison d'Orlando Anderson compte parmi les endroits ciblés par Brennan. Police, ouvrez! Pas un geste, ne bougez pas, les mains en l'air! Je suis entré chez lui avec mon coéquipier et on l'a appréhendé. Il avait un 9 mm sur lui. Brennan trouve d'autres preuves potentielles au domicile d'Anderson. Il avait plusieurs armes à feu, un AK-47, un fusil à pompe et un pistolet mitrailleur de type Mac-11. On a aussi trouvé une boîte de cartouches de calibre 40, et je savais que c'était un Glock du même calibre qui avait servi à tuer Tupac Shakur. Tim Brennan a des questions à poser à Orlando Anderson. Pendant l'interrogatoire, je lui ai demandé ce qui s'était passé à Las Vegas. Tupac vous a tabassé au MGM ? Ouais. Il a reconnu qu'il était allé à Las Vegas pour assister au combat et qu'il s'était fait passer à tabac par Suge, Tupac et d'autres membres des Bloods. En revanche, il a nié toute implication dans la fusillade qui avait visé Tupac et Suge Knight cette nuit-là. Et après, vous êtes allé vous venger ? Pas du tout. Brennan lui demande d'où viennent les cartouches de calibre 40. Calibre 40 ? Je sais pas d'où ça sort. On l'emmène. Debout, Orlando. Quand on a arrêté Orlando Anderson, il avait déjà été condamné. On l'a embarqué pour le pistolet. Il n'avait pas le droit d'en avoir un. Anderson est appréhendé pour avoir enfreint sa probation, mais il est vite relâché. On a dû le libérer. Les cartouches de calibre 40 retrouvées au domicile d'Orlando ne correspondent pas aux douilles de la scène de crime. Elles n'étaient pas de la même marque que celles qu'on avait trouvées. Par ailleurs, aucune des armes saisies lors des raids ne peut être associée au meurtre. On n'a pas trouvé de munitions ou d'armes à feu qui auraient pu être en lien direct avec l'affaire Tupac.
Il était difficile de savoir où pouvait se trouver l'arme du crime. Un criminel intelligent s'en serait débarrassé aussitôt, mais ils ne le sont pas toujours. Par ailleurs, l'arme qui a servi à tuer Tupac pouvait constituer un trophée de choix, donc elle aurait pu être n'importe où. Après la mort de Tupac, Brennan va passer 2 ans à tenter de prouver qu'Orlando est bien le meurtrier. Je n'abandonne jamais une enquête pour meurtre. Ce sont des affaires qu'on ne peut pas refermer tant que la justice n'a pas été rendue. En 1998, Brennan verra Orlando Anderson une dernière fois. Environ 2 ans après le meurtre de Tupac, on sortait par le parking arrière du commissariat de Compton avec mon coéquipier quand on a entendu des rafales de coups de feu. On s'est immédiatement dirigé vers le bruit des tirs et à notre arrivée, on a trouvé 4 personnes qui gisaient à terre, parmi lesquelles j'ai reconnu Orlando Anderson. Il avait été touché à la poitrine. Le 29 mai 1998, soit près de 2 ans après la mort de Tupac, Orlando Anderson est tué par balle devant une station de lavage de voitures par des membres du gang des Bloods. Orlando Anderson est mort lors d'une transaction de drogue qui a mal tourné, ni plus ni moins. C'était un banal échange de tirs qui n'avait rien à voir avec l'affaire Tupac. Après des années à tenter de le traduire en justice pour le meurtre de Tupac, Tim Brennan va voir Orlando Anderson rendre son dernier souffle. J'ai été une des dernières personnes à voir Anderson vivant, alors qu'il agonisait sur les lieux de la fusillade. Les pensées se bousculaient dans ma tête, et je me suis dit, quel gâchis. Je ne crois pas que la justice ait été rendue, mais je dirais qu'il a fini par récolter ce qu'il avait semé. Wayne Peterson considère que Tupac est mort comme il a vécu. Les textes de Tupac Shakur parlaient de gangs et de criminalité. Il avait même Thug Life tatoué sur le ventre. C'était son mode de vie. Ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. D'innombrables théories du complot fleurissent à propos du meurtre de Tupac. Pour certains, il est l'œuvre de rappeurs rivaux, Notorious Big et Puff Daddy. Pour d'autres, Tupac aurait mis en scène sa propre mort. Tout le monde a envie de croire que cette icône de la musique ne s'est pas fait tuer à cause d'une ridicule histoire de gang. Parfois, les gens refusent de se rendre à l'évidence. Les experts qui ont participé à l'enquête sont tous du même avis quant à l'identité du meurtrier. Tupac Shakur a été tué par Orlando Anderson. Orlando Anderson est le seul coupable du meurtre de Tupac. Bien que les enquêteurs soient convaincus de la culpabilité d'Orlando Anderson, le meurtre de Tupac reste officiellement non élucidé. L'enquête n'a jamais véritablement été close. C'est un meurtre non élucidé. Et je pense que l'affaire restera toujours en suspens.